Le garde forestier trouva une étrange croix dans le taillis, et en creusant la terre à côté, tomba à genoux sous le choc. Antoine Roussel ajusta la sangle de sa sacoche contenant ses documents et s'engagea sur le sentier familier qui menait aux parcelles éloignées de sa juridiction. À 6h30 du matin, la rosée tenait encore sur l'herbe, mais le soleil perçait déjà à travers la cime des pins, promettant une journée chaude. La parcelle 15 nécessitait une inspection. La veille, un rapport avait signalé des braconniers dans le secteur. 25 ans de métier lui avaient appris à lire la forêt comme un livre ouvert. Chaque branche cassée, chaque sentier racontait sa propre histoire. Ici, des chevreuils étaient passés pour aller boire, là, quelqu'un avait fait un feu. Antoine s'arrêta près d'une borne de délimitation, sortit son carnet et nota le numéro de la parcelle. Tout était en ordre. La borne était droite, la peinture fraîche, mais quelque chose clochait. Son œil exercé repéra immédiatement un sentier qui n'avait rien à faire là. Étroit, à peine visible, mais clairement tracé par un homme, non par une bête. Il s'enfonçait dans les profondeurs du bois, là où même les cueilleurs de champignons ne s'aventuraient pas. Antoine hésita. Le règlement l'obligeait à vérifier toute trace suspecte. Peut-être des distillateurs clandestins ou d'autres contrevenants. Il marcha près de 30 minutes, se frayant un chemin à travers les jeunes pousses et contournant les zones marécageuses. Le sentier l'emmenait loin des lieux connus. Il commençait à douter de sa décision quand une éclaircie apparut, une petite clairière entourée de sapins centenaires. Et au milieu, une croix de bois. Pas une croix de cimetière habituelle, mais quelque chose d'étrange, avec des marques à peine visibles sur le bois noirci par le temps. Antoine s'approcha, retira sa casquette. Même si ce n'était pas une croix religieuse classique, c'était un lieu de mémoire. Les lettres étaient presque effacées, mais on pouvait déchiffrer une date, 1937. Un nom aussi. Pierre, quelque chose. Lambert, peut-être. Il fit le tour de la croix, étudiant les symboles étranges gravés à la base. Cela ressemblait à des symboles géologiques. À l'école forestière, on lui avait montré des signes similaires sur les cartes. La terre autour de la croix était irrégulière, comme si elle avait été retournée. Antoine s'accroupit, écarta les feuilles mortes et la mousse. Il sentit quelque chose de dur, pas une pierre, de forme trop régulière. Il sortit sa petite pelle pliante de sa sacoche et commença à creuser avec précaution. À une coudée de profondeur, la pelle heurta du métal. Quelques minutes plus tard, il tenait un vieux cylindre de fer, lourd et froid. Le couvercle était soudé par la rouille. Antoine se releva, épousseta ses genoux et examina sa trouvaille. Sur le côté, des lettres délavées, mission géologique. Et en dessous, l'année. 1937. Son cœur s'accéléra. 1937, la croix avec la même date. Le nom Lambert. Quelqu'un avait travaillé ici, cherché quelque chose, et était enterré ici. Antoine retourna le tube dans ses mains, mais décida de ne pas l'ouvrir sur place. Mieux valait le faire à la maison, au calme. Il mémorisa l'emplacement de la clairière, nota les coordonnées sur son carnet grâce à sa boussole. Il prit une photo de la croix avec l'appareil de service. Le chemin du retour lui parut plus court. Il rentra pour le déjeuner. Sa femme, Hélène, mettait la table. Leur fils, Alexandre, se préparait pour l'école. Une journée ordinaire. Seul le tube dans sa sacoche la rendait exceptionnelle. Antoine attendit que sa femme parte chez la voisine et que son fils soit à l'école. Il posa le tube sur la toile cirée de la cuisine. Le couvercle était vissé, mais des décennies de rouille l'avaient scellé. Il dut aller chercher ses outils. Il serra le tube dans l'étau, protégé par des chiffons, et tenta de tourner le couvercle avec une clé à molette. En vain. Il versa un peu d'huile de dégrippage sur le filetage et laissa agir. Pendant ce temps, il examinait les inscriptions. Mission géologique, pont et chaussée. Cela signifiait qu'il cherchait quelque chose pour une construction. Peut-être une nouvelle route ou un barrage. Dans les années 30, de grands projets d'infrastructure étaient prévus dans le Limousin. Plus bas, chef de mission, P. Lambert. Le même Lambert dont le nom était sur la croix. Le chef de mission était donc enterré là où il avait caché ses travaux. Pourquoi caché? Et pourquoi enterré dans la forêt? Une demi-heure plus tard, le couvercle céda. À l'intérieur, des feuilles de papier roulées, enveloppées dans un tissu huilé. Le papier avait jauni, mais était en bon état.
Il sortit le rouleau et le déroula. Des cartes. Des cartes topographiques détaillées de la région, couvertes de signes conventionnels. Antoine reconnut les contours des lacs et des rivières, mais de nombreux détails lui étaient inconnus. Les cartes couvraient un vaste territoire, de Limoges jusqu'aux confins de la Corrèze. Des points à l'encre rouge y étaient marqués. Sous les cartes se trouvait un cahier. Journal de terrain, mission numéro 7. Chef, P. Lambert. Juillet-septembre 1937. Les premières pages contenaient des notes ordinaires, composition de l'équipe, plan de travail. Mais plus il lisait, plus les notes devenaient intéressantes. Lambert écrivait sur la découverte de veines de quartz aurifère, sur le lavage des échantillons. Les chiffres étaient stupéfiants, de 7 à 25 grammes par tonne de roche. C'était un gisement très riche. 25 août. Avons trouvé la veine principale. La teneur dépasse toutes nos attentes. C'est un gisement qui peut changer l'économie de la région. 1er septembre. Reçu un télégramme de Paris. Ordre d'arrêter les travaux immédiatement. Matériel à remettre aux archives spéciales. Les raisons ne sont pas claires, mais je m'en doute. Trop de tensions en Europe, on craint l'espionnage industriel. L'équipe est dissoute, on me rappelle pour explication. 6 septembre, dernière entrée. Je pars demain pour Limoges. On m'ordonne de livrer les documents, mais je laisse les cartes les plus importantes ici. Peut-être qu'un jour, elles serviront à des gens qui ne chasseront pas les paysans de leur terre pour de l'or. Je cache le tube près de la vieille croix que les bûcherons locaux ont plantée. Les pages suivantes étaient vides. Antoine reposa le cahier. Les points rouges sur les cartes prenaient tout leur sens. C'étaient les sites des roches aurifères. Le site principal était à environ 4 km de la croix. Antoine se laissa tomber sur sa chaise. Il tenait entre ses mains les cartes d'un gisement d'or dont personne n'avait connaissance depuis près de 50 ans. Lambert les avait cachées, puis avait disparu. Le lendemain, Antoine prit un jour de congé et se rendit à Tulle, le chef-lieu, officiellement pour vérifier des cartes au cadastre. Son but réel était de découvrir ce qui était arrivé au géologue Lambert. Les archives départementales se trouvaient au sous-sol de l'ancienne préfecture. La responsable était Anne-Marie Fournier, une femme d'une 60aine d'années qui connaissait l'histoire de la région mieux que personne. Les missions géologiques des années 30, demanda-t-elle. Oui, nous avons des dossiers, mais ils sont en accès restreint. Pourquoi cela vous intéresse-t-il? Antoine avait préparé sa couverture. Un projet de nouvelle route forestière traverserait la zone des anciennes prospections. La direction voulait savoir s'il y avait des risques d'effondrement ou des sols instables. L'explication sembla plausible à Madame Fournier. Elle le conduisit dans un coin reculé des archives, derrière un coffre-fort. Voici les dossiers. Mission d'exploration des ponts et chaussées, 1937. Antoine ouvrit le premier dossier. Documents officiels, liste du personnel. Chef de mission, Pierre Lambert, 35 ans, diplômé de l'école des mines de Saint-Étienne. Expérience en Guyane et dans les Alpes. 8 autres personnes composaient l'équipe. Que leur est-il arrivé? Demanda Antoine, feignant d'étudier la liste du matériel. Madame Fournier baissa la voix. C'est une affaire sombre. En septembre 1937, la mission a été soudainement arrêtée. Mais le pire est arrivé plus tard. Lambert a été arrêté en octobre 1943, pendant l'occupation. Accusé de sabotage et d'intelligence avec l'ennemi. Une histoire fabriquée, bien sûr, mais c'était une époque terrible. Et les autres membres? Certains ont rejoint la résistance, d'autres ont été envoyés au Sto en Allemagne. Les matériaux de l'expédition ont été saisis, classés secrets. Mais ce qui est étrange, c'est que les cartes principales et les échantillons géologiques ne sont pas dans le dossier. Comme s'ils n'avaient jamais existé. Antoine pensait aux notes de Lambert. Il avait donc bien senti le danger et caché l'essentiel. Vous souvenez-vous de Lambert personnellement? Oh oui. Il venait ici pour consulter les anciennes cartes. Très poli, très instruit. Il s'intéressait à l'histoire locale, posait des questions sur les anciennes exploitations minières. Il disait que c'était important pour son travail de savoir ce qu'il y avait eu avant. Quelles exploitations? Avant la guerre de 14, une compagnie belge extrayait du cuivre et du plomb. Des petites exploitations artisanales. Après la Révolution, tout a été abandonné. Lambert explorait justement ces sites.
Antoine trouva les matériaux du dossier d'instruction de 1943. Les accusations étaient le lot habituel de l'époque. Lambert niait tout. Quel a été le verdict? Demanda-t-il. Déportation. Envoyé en Allemagne. Il est mort dans un camp en 1944. Ironie du sort. Il cherchait de l'or dans le Limousin, il est mort dans un camp. Antoine ferma le dossier. Il connaissait maintenant le destin de l'homme dont les cartes étaient chez lui. Lambert était mort, mais son secret avait survécu. De retour chez lui, Antoine étudia à nouveau les cartes. La veine principale était à 7 km de sa maison forestière. Il compara les schémas de 1937 avec une carte moderne. Le terrain avait peu changé. Que faire de cette information? Selon la loi, toute découverte devait être signalée au Bureau de recherche géologique et minière, BRGM. Mais Antoine savait comment fonctionnait le système. S'il signalait l'or, un an plus tard, ce serait une exploitation industrielle. La forêt serait rasée, la nature dévastée. C'était exactement ce que Lambert craignait 50 ans plus tôt. D'un autre côté, l'or était une richesse nationale. Mais Antoine se souvint du destin de Lambert. L'homme avait fait son travail honnêtement et était mort en déportation. Le système méritait-il une telle honnêteté? Hélène remarqua que son mari était devenu pensif. Il ne pouvait pas lui dire la vérité. Pas encore. Le lendemain, Antoine prit sa boussole et sa carte et partit vérifier les indications de Lambert. Le premier point était sur le flanc d'une colline. Rien d'inhabituel. Mais en examinant le sol, il trouva ce qu'il cherchait, des veines de quartz, des lignes blanches dans le granit gris. C'était dans ce type de roche qu'on trouvait l'or. Il cassa quelques échantillons. Le deuxième point était près d'un ruisseau. Ici, Lambert avait noté de l'or alluvial. Antoine prit un seau de sable au fond du ruisseau et le lava dans une vieille poêle. Au fond, il resta un sable noir et lourd, et dans ce sable, quelques paillettes dorées, de la taille d'une tête d'épingle. Son cœur s'accéléra. Lambert ne s'était pas trompé. À la tombée de la nuit, il avait vérifié 5 points. Partout, il trouvait la confirmation des notes du géologue. Le gisement était réel, riche et facile d'accès. Ce soir-là, il prit une décision. Il ne signalerait pas la découverte. Non pas par cupidité, même si l'idée d'être riche était séduisante. Mais il avait vu des exploitations minières dans d'autres régions. Des excavatrices, des tas de stériles, des rivières polluées. Sa forêt deviendrait un paysage lunaire. Il préférait extraire l'or lui-même, petit à petit. Juste assez pour améliorer la vie de sa famille. Pour qu'Alexandre puisse faire de bonnes études, pour qu'Hélène n'ait plus à compter chaque franc. Samedi matin, il partit vers le lieu indiqué comme la veine principale. Il avait pris une pelle, une pioche et une bâtée artisanale. Le trajet prit 1h30. L'endroit était sauvage. Seules des traces d'animaux traversaient le sous-bois. La veine principale se trouvait sur une pente couverte de bouleaux. Antoine repéra les bandes de quartz blanc. Il choisit un endroit près du ruisseau, l'eau était nécessaire pour le lavage. À un demi-mètre de profondeur, la pelle heurta la veine de quartz. Antoine en cassa un morceau. Au soleil, il vit des inclusions jaunes. De l'or, très fin, mais visible à l'œil nu. Il broya le quartz et lava la poussière dans sa bâtée. Les particules légères furent emportées, l'or lourd resta au fond. Il récupéra les paillettes dans une petite fiole. Les premiers grammes. À la fin de la journée, il avait recueilli l'équivalent de plusieurs centaines de francs. Le week-end suivant, il revint avec un meilleur équipement. Le travail s'accéléra. En un mois de travail le week-end, il avait accumulé près de 90 grammes d'or pur. Au cours officiel, ce n'était pas grand-chose, mais au marché noir, c'était une belle somme. L'occasion de vendre se présenta grâce à Étienne Girard, un vieux chasseur qu'Antoine connaissait depuis des années. Étienne se plaignait du coût de la vie. « Étienne, vous avez déjà vu de l'or? Du vrai ?» Le vieil homme sourit. « Bien sûr. Pendant la guerre, les Allemands ont fait creuser des gens ici. Ils cherchaient quelque chose. On disait qu'il y avait de l'or. Et si quelqu'un en trouvait, où le vendre? Il y a des gens. Des acheteurs de métaux. Ils donnent un bon prix. Peut-être 300 francs le gramme. Mais il faut des gens de confiance. Étienne était l'homme qu'il lui fallait.
Une semaine plus tard, il amena Antoine voir un type discret dans un vieux blouson. « De la marchandise ?» demanda l'homme. Antoine montra sa fiole. L'acheteur pesa le métal sur une petite balance, testa sa pureté avec de l'acide et hocha la tête. « C'est du bon. 300 le gramme, en espèces. » La transaction eut lieu dans la forêt. Antoine reçut 27 000 francs. Plus que son salaire annuel. Il cacha l'argent à la maison. À Hélène, il dit qu'il avait trouvé un petit trésor en forêt. Ses expéditions régulières devinrent une habitude. Mais plus il explorait, plus il trouvait de traces de travaux antérieurs. De vieux trous, des restes d'outils. Quelqu'un avait cherché ici avant Lambert. Ce fut Étienne qui lui donna la réponse. Ça date d'avant 14. Une compagnie belge. Ils avaient trouvé de l'or, mais la guerre a tout arrêté. Après, la politique a changé, les frontières. Est-ce qu'il reste des gens de cette époque? Jeanne Martin, l'ancienne institutrice de Saint-Sylvestre. Elle était petite fille à l'époque. Elle adore raconter des histoires. Jeanne Martin vivait à Saint-Sylvestre, à 6 kilomètres de là. Antoine alla la voir un soir, se présentant comme un historien amateur. Autour d'un thé, la vieille dame lui raconta son enfance. Les Belges étaient des travailleurs, se souvenait-elle. Ils savaient qu'il y avait de l'or. Mais c'était difficile. Pas de machine. Et que sont devenus leurs travaux? La guerre a tout fichu en l'air. Ils sont partis. Puis nos ingénieurs sont venus. Je me souviens, en 1937, des géologues. Le chef était si poli. Lambert, c'était son nom. Antoine se tendit. Lambert? Que lui est-il arrivé? Un drame. À l'automne 1943, les Allemands l'ont arrêté. Pour espionnage, il disait. Quelle bêtise. C'était un homme bon. Elle se leva, ouvrit un vieux coffre et sortit une photo jaunie. Regardez. C'est Monsieur Lambert avec les enfants de l'école. Il venait nous parler des pierres. Sur la photo, un homme mince en uniforme de géologue, entouré d'enfants. Un visage intelligent, des yeux bons. Il disait qu'ils avaient trouvé des richesses immenses. Mais il s'inquiétait. Il disait, je suis un géologue honnête, pas un politicien. J'ai peur que les autorités n'utilisent ça n'importe comment. Et ils avaient trouvé quoi? De l'or, bien sûr. Beaucoup. Ils nous avaient montré des pépites. Mais ils n'ont jamais pu l'extraire. En partant, Antoine comprit. Lambert n'était pas le premier. Il avait continué le travail des Belges. Et ses cartes étaient bien cachées. L'argent s'accumulait. À la bibliothèque municipale, Antoine trouva de vieux annuaires de géologie. Et le nom de Lambert. Pierre Lambert, diplômé de l'école des mines de Saint-Étienne. Auteur de travaux sur les gisements aurifères du Limousin. L'annuaire indiquait sa date de naissance, 15 mai 1903, et son lieu de naissance, Montcuivre, près de Limoges. Antoine connaissait ce village. Sa grand-mère maternelle y avait vécu. Le soir, il interrogea Hélène sur la famille de sa mère. « Ta mère est née en 1925, se souvint-elle. Elle n'a pas connu son père. Ta grand-mère disait qu'il avait disparu pendant la guerre. Son nom de famille, c'était Lambert. Pierre, je crois. Pierre Lambert, répéta Antoine, s'efforçant de rester calme. Oui. Un homme instruit, un ingénieur. Mais quelque chose est arrivé, il a disparu. Ta grand-mère n'aimait pas en parler. Le cœur d'Antoine battait la chamade. Les dates, les lieux, les noms. Le géologue Pierre Lambert était son grand-père maternel. Les cartes étaient un héritage familial. Le lendemain, il se rendit à Montcuivre, au vieux cimetière. Il trouva la tombe de sa grand-mère, Marie Lambert. À côté, une autre croix, presque tombée. Il dégagea l'inscription « Ici repose Pierre Lambert, disparu ». Pas de date de décès. Au bureau d'état civil, la secrétaire confirma le lien de parenté. Sur les registres, le père de sa mère était bien Pierre Lambert, profession, ingénieur des mines. Il a été réhabilité en 1956, expliqua la secrétaire. À titre posthume. Votre mère était venue, elle pleurait beaucoup. Elle n'avait jamais connu son père, et elle apprenait qu'il était mort innocent. Maintenant, l'or dans la forêt n'était plus une simple trouvaille.
C'était l'héritage de son grand-père, qu'il avait découvert honnêtement et était mort pour son intégrité. Antoine retourna travailler sur le gisement. La veine principale était encore plus riche que ce que Lambert avait écrit. Il trouva des pépites de la taille d'un pois. En 6 mois, il avait accumulé l'équivalent de 8 ans de salaire. Mais il dépensait prudemment. En étudiant les carnets de son grand-père, il réalisa que Lambert avait découvert un district aurifère entier. Les veines s'étendaient sur des kilomètres. Ce qu'il exploitait n'était qu'une infime partie. Les calculs des réserves totales étaient vertigineux, des centaines de tonnes. Lambert avait caché ces données, craignant que les autorités ne gâchent tout. La solution vint du journal local. Un article sur les nouvelles lois économiques des années 80, le développement de la petite entreprise, la possibilité de créer des PME pour l'extraction de minerais. Les temps changeaient. L'argent changea la vie de la famille. Antoine acheta une maison plus grande à Tulle, installa le chauffage central, une télévision couleur. Alexandre eut une moto et put s'inscrire en classe préparatoire à Limoges. Mais le nouveau chef d'Antoine, Julien Mercier, commença à poser des questions. « Roussel, on dit que vous menez la grande vie. Une maison neuve, une moto? Ça ne colle pas avec un salaire de garde forestier. » « Un héritage, répondit Antoine, utilisant sa version préparée. Un vieil oncle du Canada est décédé. Des documents? C'était en famille, sans notaire. Mercier n'était pas convaincu. Les temps sont à la transparence, Roussel. Vous feriez mieux de préparer des justificatifs. Antoine comprit qu'il devait légaliser ses revenus. Il commença à étudier les nouvelles lois sur la création d'entreprises. Il était possible d'obtenir une concession minière. Il contacta André Bergeron, un géologue de la région, fatigué de la bureaucratie et rêvant de travailler à son compte. André, si quelqu'un trouvait un gisement prometteur, pourrait-on l'exploiter en privé? En théorie, oui. Les nouvelles lois le permettent. Mais il faut une étude sérieuse, des expertises, une licence. Et prouver la rentabilité. C'était la réponse qu'Antoine attendait. Il enregistra une coopérative de collecte de produits forestiers, champignons, bail, ce qui lui fournit une couverture pour ses revenus. Parallèlement, il engagea Bergeron comme consultant privé pour expertiser le terrain. Les résultats dépassèrent tout. Bergeron, en étudiant les cartes de Lambert et en les vérifiant, confirma la présence de veines très riches. Antoine, c'est un gisement phénoménal. La teneur atteint 60 grammes par tonne. C'est 10 fois la moyenne nationale. On pourrait extraire 1,5 tonne par an. Que faut-il pour la licence? Un rapport géologique, une étude d'impact environnemental, l'accord des autorités locales. C'est compliqué, mais faisable. Surtout si on prouve qu'on exploitera proprement. Antoine investit une grande partie de son or dans le projet. Il engagea les meilleurs experts, commanda des équipements modernes pour une extraction propre, négocia avec la mairie. Le projet était impressionnant, une petite entreprise en cycle fermé, impact minimal, et 80 emplois créés. Le cylindre en métal et les cartes de son grand-père jouèrent un rôle clé. Antoine les remit aux archives départementales comme des documents historiques trouvés lors de travaux forestiers. L'histoire du géologue Lambert devint la justification historique de la nouvelle exploitation. La licence fut obtenue rapidement. L'administration régionale soutint le projet, exemple parfait de l'initiative privée. Antoine se tenait à l'endroit où il avait trouvé la croix et le tube. Le simple garde forestier devenait un entrepreneur minier. « Grand-père, murmura-t-il, je crois que tout s'est passé comme tu le voulais. L'or servira aux gens, pas aux bureaucrates. La forêt restera vivante. » L'obtention de la licence fut un tournant. L'entreprise, l'or du Limousin, fut créée. Antoine en était le PDG. Le géologue Bergeron devint le directeur technique. Au lieu d'une mine à ciel ouvert barbare, ils planifièrent une extraction souterraine ciblée. La construction commença au printemps. L'inauguration eut lieu en septembre, 50 ans après la disparition de la mission Lambert. Un mémorial fut érigé sur le site, une stèle de granit avec un portrait en bronze du géologue. À Pierre Lambert, pionnier des gisements aurifères du Limousin. Le premier lingot, pesant 1 kg, fut coulé. En 3 ans, Antoine était passé d'une découverte fortuite à sa propre entreprise. La production dépassa les prévisions. La première année, l'entreprise extraya 1,5 tonnes de métal. L'or du Limousin devint le plus gros employeur de la région,
avec 250 salariés. De nouvelles routes, une crèche, un dispensaire furent construits. L'entreprise obtint des certifications environnementales internationales. Alexandre, le fils d'Antoine, termina ses études d'ingénieur des mines et rejoignit l'entreprise comme directeur technique. Hélène présidait le conseil d'administration de l'école locale, financée par la compagnie. 5 ans passèrent. L'Or du Limousin était devenu une entreprise modèle. Le petit village de Saint-Sylvestre était devenu une ville moderne. Antoine n'avait pas oublié ses racines. La croix sous laquelle le tube avait été trouvé était maintenant au centre d'un petit parc mémoriel. « Grand-père, c'est vrai que tu as trouvé un trésor ?» lui demandait son petit-fils, Pierre, nommé en l'honneur de son arrière-grand-père. « Pas un trésor, Pierre. Un héritage, » répondait Antoine. « Ton arrière-grand-père nous a laissé des cartes. Mais l'héritage le plus important, c'est le souvenir qu'il faut travailler honnêtement et penser à l'avenir. » Alexandre continuait de développer l'entreprise. Hélène dirigeait la Fondation Roussel, qui finançait des projets éducatifs et culturels dans tout le Limousin. « L'or doit servir aux gens », aimait-elle répéter. Le tube et les cartes de Lambert occupaient une place d'honneur dans le musée de l'entreprise. Mais la relique la plus précieuse pour Antoine restait le journal de terrain de son grand-père. Le géologue ne doit pas seulement chercher des minerais, mais aussi ce qui est utile à l'humanité, avait écrit Pierre Lambert. Notre tâche est d'assurer leur utilisation raisonnable. Ces mots étaient gravés sur le mémorial de Lambert. Un soir, Antoine revint au mémorial. Le soleil se couchait derrière la forêt, colorant le ciel de tons dorés. Dans la mine, ces hommes extrayaient le métal précieux. Dans la ville, les lumières des nouvelles maisons s'allumaient. « Grand-père, dit-il doucement, je crois que tout s'est passé comme tu le voulais. Ton or sert aux gens. Et ton arrière-petit-fils grandit pour devenir un homme honnête.